Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le samedi rentier parce que nous allons parler des revenus passifs à partir de la bourse. On va revoir notre portefeuille, on va voir les nouvelles opportunités que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc ça va être très intéressant, j'espère. Pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne Mind de Cash, d'abord je vous souhaite le bienvenu et je vous rappelle que je présente 2 portefeuilles par mois. Donc le premier portefeuille, c'est le portefeuille PEA, donc où nous sélectionnons principalement les valeurs françaises, mais en gros les valeurs qui sont éligibles au statut de PEA. Et le deuxième portefeuille que je présente aujourd'hui, c'est le portefeuille rentier qui a l'objectif de créer des revenus passifs à partir de la bourse, soit les dividendes. Lors du lancement de cette catégorie de vidéos, je me suis fixé un objectif bien plus challenging, donc je ne choisis pas uniquement les entreprises qui ont des forts dividendes, mais surtout les entreprises qui ont des bilans sains et qui ont une possibilité de augmenter leurs dividendes dans l'avenir. Donc, ce n'est pas uniquement la valeur absolue de dividende qui m'intéresse, c'est vraiment la pertinence, la pérennité de ce dividende. Un autre paramètre très important de ce portefeuille, que j'alloue une grosse part de ce portefeuille aux REITs, soit les foncières cotées. Donc, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne Mind de Cash pour comprendre qu'est-ce que c'est exactement. En gros, ce sont les fonds d'investissement dans l'immobilier physique. Donc ça, c'est la valeur préférée des Français. Donc là, on aime tous l'immobilier. Et donc, les sociétés cotées qui investissent dans l'immobilier s'appellent les REITs, soit les SIIC en français. Donc, c'est un statut particulier qui permet de percevoir les dividendes en certains pourcentages du résultat de ces entreprises. C'est la loi, ces entreprises ne paient pas l'impôt sur la société. En revanche, elles ont une obligation d'une distribution des dividendes très réglementaire. Donc après, je vous laisse voir en détail les vidéos du lancement de ce projet parce qu'au début, cette catégorie s'appelait la catégorie des REITs que j'ai par la suite élargi sur les autres valeurs pour que ce soit un tout petit peu plus diversifié et pour qu'on puisse implémenter une stratégie plus riche. Mind de Cash est toujours fidèle à ses principes de base. Donc les 3 piliers, c'est l'analyse macro, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Tous ces piliers d'investissement sont présents dans tous les choix que je fais. Donc ça ne sera pas une exception aujourd'hui. Nous allons choisir encore 2 actions nouvelles et renforcer une des actions dans notre portefeuille qui existe déjà. Et donc là, nous allons regarder évidemment ces 3 piliers. Mais je commence logiquement par faire un parcours rapide sur la situation macroéconomique. Avant de commencer de parler de la situation macroéconomique, je vous rappelle que tous les dimanches, le matin, à 9 h, vous avez une vidéo qui sort, qui s'appelle Le Café du Dimanche, qui est entièrement consacrée à la situation macroéconomique et les différentes stratégies de trading qu'on pourrait envisager dans les circonstances actuelles des marchés. Donc, je vous invite de rejoindre la chaîne Mind de Cash, mettre des likes s'il vous plaît. Je vous rappelle, j'ai oublié de le dire, que pour moi, c'est super important. Ces vidéos sont gratuites, donc j'espère que ça vous coûte rien de me mettre une pouce bleue ou une pouce pas bleue. Donc, mais en tout cas, dans ce cas-là, vous me dites qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous n'aimez pas sur la chaîne Mind de Cash pour que je puisse m'améliorer. Et je vous rappelle également qu'il existe la chaîne Telegram où nous pouvons s'échanger des idées, où je suis également présent, où je fais des posts réguliers avec des revues journaliers de la bourse et de l'économie. Donc je pense que ça va être intéressant si vous rejoignez la Telegram dont les liens se trouvent à la description de cette vidéo. Donc allez, on commence. Le temps que je parle de la macro, je vous montre mon tableau de bord que vous voyez régulièrement dans les vidéos du Café de Dimanche. C'est tout simplement pour vous dire que les marchés continuent à monter. Vous savez que j'ai vendu mon portefeuille principal pour des raisons personnelles. Bon, rien de grave, c'est juste parce que je suis un du broker, mais dans tous les cas, j'ai bien choisi le moment parce que moi, je commence à être assez vigilant par rapport au niveau actuel des marchés et des risques qui se présentent. Donc, on voit que, par exemple, au niveau de coronavirus et notamment le Delta variant qui inquiète beaucoup de personnes, notamment en Asie, où la propagation de ce variant elle est vraiment très grave. Certaines économies se referment, on va en parler en détail demain dans le café de dimanche. En tout cas, la crise sanitaire n'est pas terminée. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout au long de cette année. Depuis le début, quand tout le monde était euphorique, disait qu'on est sorti de la crise, je vous répétais tout le temps qu'il y a des souches qu'on ne sait pas encore gérer, ou bien les vaccins sont efficaces, mais à quel point sont-elles efficaces? Est-ce qu'ils sont nécessaires pour protéger toute la population mondiale? Ça, on ne sait pas. Et apparemment, en Asie, il y a bel bien un problème. Donc, on n'est pas encore sorti de la crise sanitaire. Donc, en revanche, il y a d'autres défis qui sont apparus parce que les
mesures qui ont été instaurées l'année précédente pour vraiment justement gérer cette énorme crise sans précédent que nous avons vécue avec la fermeture des économies. Donc il y a des sommes massives qui ont été injectées et maintenant nous sommes en train de faire face à une flambée de l'inflation, à la réouverture des marchés. Donc voilà, donc ça ce sont des points majeurs qui inquiètent aujourd'hui les marchés. Bon, en fait je dis inquiètent des marchés, non, je tors, je me contredis en fait tout de suite, c'est que les marchés ne s'inquiètent pas du tout par rapport à ça, mais est-ce que c'est à juste titre ou pas? Moi je pense que le marché est trop optimiste. Juste pour vous dire que je ne suis pas en train de shorter, je ne suis pas en train de dire que c'est un apocalypse, qu'on va chuter demain ou ce sera la fin du monde. Non, c'est juste que je ne suis plus tellement exposé sur le marché. Mais en revanche, les deux portefeuilles que je vous présente, ce sont les portefeuilles basés sur un principe d'investissement régulier. Parce que ça, c'est une stratégie de bon père de famille qui a fait ses preuves sur la durée. Et donc, si vous investissez régulièrement, quelles que soient les conditions du marché, ça vous permet de lisser en gros vos performances et comme ça, arriver à des résultats dont beaucoup de gérants professionnels auraient envie de voir un jour. Voilà. Donc avec ces deux portefeuilles, je vous donne juste un bon exemple comment gérer sa finance sans se casser trop la tête. Parce que moi, je me casse la tête dans mon portefeuille personnel avec des produits complexes. Ici, sur ces deux portefeuilles, nous sommes simples. Vous pouvez vous inspirer et faire pas forcément la même chose, parce que je vous rappelle que je suis débutant, je n'ai pas droit de faire de conseils d'investissement, mais en tout cas, les principes que je vous expose ici, je pense que ce serait utile dans votre propre choix d'action. Voilà. Donc, de point de vue macro, je suis négatif, mais nous sommes consistants, nous sommes cohérents dans notre stratégie, et nous continuons d'investir. Donc, aujourd'hui, c'est le jour du rentier, donc nous allons choisir des valeurs, quelles que soient les conditions de marché. Le principe, c'est être cohérent et régulier. Voilà, donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Nous commençons par la revue de notre portefeuille actuel. Donc, le portefeuille, il est trié par le poids de chacune des lignes dans le portefeuille. C'est la colonne centrale. Désolé, c'est en anglais, parce que le service que j'utilise, je crois qu'il n'existe qu'en anglais, mais en tout cas, moi, je préfère d'utiliser les interfaces en anglais. Désolé, je ne suis pas français à la base, donc du coup, peut-être c'est pour ça. Donc, la valeur centrale, pourquoi je attache beaucoup d'importance à weight, en fait, d'un poids de chacune des lignes dans votre portefeuille? Parce que asset allocation, c'est tout, en fait. C'est vraiment, comme dit Warren Buffett, que l'investissement, c'est l'asset allocation. Donc, c'est allocation d'actifs. Si vous savez gérer votre allocation d'actifs, dans ce cas-là, vous n'allez pas vous faire ruiner déjà. Donc ça, c'est déjà le principe de base de la gestion de risque de votre portefeuille. Je répète, je ne veux pas arrêter de répéter ça dans chacune de mes vidéos, que si vous savez gérer cette base de gestion de risque, dans ce cas-là, vous êtes plus ou moins déjà protégé des grosses conneries en bourse. Voilà, donc la plus grosse exposition pour moi, c'est Gecina. J'ignore le cash parce que en gros, c'est le portefeuille cible que nous voulons avoir pour cette stratégie. Je vous répète que les montants sont indicatifs. Je passe réellement ces ordres en bourse sur mon portefeuille DEGIRO. Pourquoi DEGIRO? D'ailleurs, je vous précisais tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est le portefeuille que je mène uniquement pour vous faire des démonstrations et par, on va dire, déontologie, j'achète des valeurs, même si c'est des montants qui sont très faibles. Donc là, j'achète ces actions à des montants que vous voyez sur votre écran, donc c'est pas grand-chose. Bon, certains vont trouver que c'est beaucoup, d'autres vont trouver que c'est rien du tout. Bon, je pense que la plupart vont trouver que c'est pas grand-chose. Mais mon objectif, c'est juste de vous montrer le principe de gestion de portefeuille, et je profite quelque part aussi, pour moi, de créer un petit portefeuille à dividendes à côté de mes investissements principaux. Voilà, donc la première ligne, c'est Gecina. Donc Gecina, c'est une foncière cotée qui spécialisé dans les bureaux à Paris, dans les régions parisiennes, notamment dans les quartiers assez huppés. Donc ça, c'était une opportunité que j'ai identifiée depuis le début de cette année, et je vous disais très souvent que je suis très convaincu par cette valeur. Donc là, elle m'a déjà fait plus de 11% pour la première performance du portefeuille. Moi, je trouve que c'est excellent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, ça me aide également comme des likes dans le référencement de ces vidéos. Donc si ces vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, mettez-moi des likes et mettez des commentaires si vous avez des questions. Comme ça, cette vidéo sera plus visible, on sera plus nombreux dans notre magnifique communauté Mind You Cash. Voilà. Donc, Gecina, donc ça c'est la première foncière cotée. Ensuite, Realty Income Corporation, c'est la société américaine que j'ai achetée le mois dernier et qui paye le dividende mensuel. Donc ça c'est vraiment super rare, surtout en France. Je crois qu'il n'y a aucune société qui verse les dividendes mensuels. Trimestriels, oui, ça existe, notamment Total. Mais mensuel, je n'ai jamais entendu parler. En tout cas, voilà, ça c'est une valeur qui est excellente pour percevoir les revenus passifs à partir de la bourse. En revanche, ici, je suis obligé de faire un petit détour sur les brokers. Pour la déontologie, je dois vous
dire la vérité que malheureusement j'ai dû vendre cette valeur parce que j'ai dû l'acheter chez le broker Saxo Bank parce que DEGIRO, malheureusement, vraiment mon cher DEGIRO que j'utilise beaucoup pour le projet Mind the Cash, ne permet plus d'acheter certaines, je le répète certaines, REITs foncières cotées américaines. Donc après, pour des raisons, je pense, fiscaux, etc., je ne sais pas exactement quelle est la raison pourquoi elle ne propose plus. Donc malheureusement, c'était une très mauvaise nouvelle pour le portefeuille rentier, mais c'est vu que c'est tant des brokers que je sais que vous utilisez aussi, donc, et beaucoup d'entre vous l'utilisent DEGIRO pour des frais très attractifs quand nous investissons aux États-Unis notamment. Donc malheureusement, on ne peut plus acheter Realty Income Corporation, excellente entreprise américaine, sur DEGIRO. Donc si vous êtes chez un autre broker, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être, mais probablement les frais ne seront pas aussi alléchants comme chez DEGIRO. Donc du coup, malheureusement, je dois vous annoncer que je ne détiens pas cette valeur parce que je suis en train de fermer le compte chez Saxo Bank, mais cette valeur, elle reste quand même dans notre portefeuille principal à titre indicatif. Ventas Inc., c'est une foncière healthcare, donc là, je sais pas trop comment dire en français, mais en gros, ils investissent dans l'immobilier de la santé, en fait, c'est les centres médicaux. Donc c'est un investissement que je fais il y a quelques mois et déjà nous sommes à 20%, donc pour moi ça représente 2,50% du portefeuille, donc c'est la ligne assez grosse sur Ventas, donc là je trouve que ça a vraiment une excellente performance. Si nous regardons la colonne de performance, on a de quoi être fier, parce qu'en fait quasiment toutes les performances sont dans le vert, et c'est le vert vif. C'est pas uniquement grâce à notre génie de choix des actions, mais c'est surtout parce que les marchés, évidemment, qui sont très haussiers à cette réouverture post-Covid. Donc il ne faut pas trop non plus se sentir en grand trader, grand investisseur. En gros, on a eu de la chance probablement avec un momentum quand j'ai démarré ce projet. Donc voilà. Donc Ventas, donc ça c'est une des grosses réussites, et aussi ce qui fait plaisir que ça fait partie des grosses lignes du portefeuille. American Campus Communities, ça c'est un REIT aussi foncière cotée qui est spécialisé dans les logements des étudiants. Donc il y avait aussi une analyse de cette entreprise il n'y a pas longtemps, donc je ne veux pas me répéter. Amundi, ça c'est tout récent, c'est le mois dernier. C'est un asset manager le plus gros en Europe, donc c'est un leader de marché en Europe. Je l'ai acheté pour des bonnes performances, également pour son MUAT, pour les avantages concurrentiels. C'est une entreprise que je regardais déjà depuis un moment. Je ne l'ai pas acheté vraiment sur un pullback. Malheureusement, j'ai dû l'acheter au prix que le marché me proposait à l'époque. Maintenant, nous sommes déjà à 2,6% de rendement. C'est pas énorme, mais quand même, c'est pas mal pour une entreprise qui paye des dividendes généreux également. Donc GTT, c'est une entreprise que j'hésitais d'acheter pendant un certain temps parce que vraiment, ses performances sont excellentes. Aujourd'hui, je suis à l'équilibre, mais les performances me paraissent trop excellentes pour être vraies. Donc j'ai analysé, finalement j'ai décidé de franchir le pas et rajouter cette valeur dans le portefeuille. Voilà, Orange. Orange, c'est une entreprise que nous avons achetée il y a de mémoire 3 mois. Et moi, je disais que c'est une entreprise où il y aura une deuxième transaction qui se fera si un certain niveau serait atteint. Et aujourd'hui, je vous annonce la première idée que je propose aujourd'hui, c'est de se renforcer sur Orange. Attention que le prix qui est affiché actuellement, c'est le prix après le dividende. Donc, quelque part, en faisant cette transaction, je parie sur la refermeture du gap des dividendes. Donc, c'est quand même un pari peut être assez risqué, mais en tout cas, il faut juste tenir compte que la baisse du titre d'Orange, ce n'est pas lié à des événements internes de la société ou bien dégradation du marché, c'est en grande partie à cause de détachement de dividendes qui a eu lieu le mois dernier. Je ne veux pas refaire à nouveau l'analyse fondamentale d'Orange et pourquoi cette valeur m'intéresse dans le portefeuille rentier. Je fais vraiment un accent sur le mot portefeuille rentier parce que cette entreprise, ce n'est pas une entreprise de croissance. Je n'ai pas des attentes explosives de la part d'Orange, mais pour moi, je pense que cette valeur mérite d'être dans un portefeuille qui est destiné à la perception de dividendes. Donc, je ne suis pas fan du secteur, je ne suis pas fan nécessairement de cette entreprise, mais en tout cas, cette entreprise s'est restructurée depuis la dernière fois, il y a beaucoup d'années quand j'ai regardé cette entreprise, et du coup, j'ai décidé de franchir le pas et d'acheter la valeur Orange que certainement vous connaissez très bien. Et donc, voici les niveaux que nous avons vus la dernière fois quand je fais l'analyse de cette entreprise. Je disais qu'une fois qu'on atteint le niveau de 9,50 €, on pourrait se repositionner à l'achat. Donc, même si ce niveau a été atteint grâce aux dividendes, je vais quand même suivre cette logique et profiter de ce niveau qui est difficile à casser.
pour me repositionner en espérant que Orange refera un parcours haussier et rejoindre son canal qu'on observe depuis la fin de la crise de Covid, depuis la reprise post-Covid. Nous trouvons dans un canal entre 9,50 € et le niveau qui se trouve à peu près à 10,50 €. Vu qu'on investit pour le dividende uniquement, on s'en fiche quelque part de la tendance haussière. En fait, il ne faut pas que ce soit baissière, mais si c'est une tendance neutre, en fait, sideways, ce qu'on appelle parfois, donc ça nous convient très bien. Donc si l'entreprise qui paye un gros dividende, c'est le cas pour Orange, et si elle reste dans un certain range, pour nous, c'est parfait, donc c'est ce que nous voulons. C'est ce que d'ailleurs Peter Lynch s'appelait les slow growers, donc ça c'est typiquement un slow grower. Orange, pour moi, c'est vraiment la valeur de cette catégorie, et c'est parfait, c'est vraiment dans les slow growers, on trouve souvent les bonnes valeurs pour les portefeuilles à dividendes. Donc voilà. Donc Orange, ça sera la valeur à renforcer. Donc combien je vais acheter du Orange? Je vous rappelle que sur la chaîne Telegram, je publie à chaque fois quand je passe une transaction le même jour. Donc vous pouvez savoir exactement quand je l'ai acheté, quand j'ai vendu quelque chose. Donc là, je vous invite à rejoindre cette chaîne si vous voulez suivre de près mes opérations. Donc là, je pense qu'on va tout simplement, pour Orange, on va tout simplement doubler cette ligne. Donc on va passer à 2%. Et donc ça sera tout à fait légitime pour une valeur de cette qualité. C'est quand même une grosse valorisation française. Et avoir une 2% de son portefeuille dans une valeur comme ça, on pourrait même monter encore plus, mais je pense pas qu'on va le faire dans les médias. Voilà, donc Orange, c'est la première idée à renforcer. Donc c'est pas une nouvelle idée évidemment, mais l'analyse est tout récente, donc vous pouvez revenir juste à la vidéo de cette catégorie d'il y a 3 mois et revoir pourquoi j'ai décidé d'acheter cette valeur. Simon Property Group, donc 72%, donc ça, franchement ça me fait mal au cœur parce que l'exposition elle est juste minuscule. Donc là j'ai acheté à l'époque 0,5% dans mon portefeuille, j'ai dû acheter beaucoup plus agressivement les actions de ce spécialiste des centres commerciaux aux États-Unis, donc je l'ai acheté vraiment très très bas, mais malheureusement je n'ai pas été suffisamment courageux, j'ai ouvert une petite ligne en espérant de me renforcer avant que la valeur s'est explosée littéralement. Donc du coup c'est 72% presque de performance. Pour moi ça ne représente pas grand chose parce que j'ai mal géré l'asset allocation. C'est ce que disait notre ami Buffett, que asset allocation c'est tout. Ici, j'ai mal géré, justement, malgré ma perte énorme, j'ai dû m'exposer beaucoup plus. Welltower Group, c'est aussi le healthcare rate, donc c'est REIT, en fait, je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire rate, mais bon, en fait, en anglais, ça se prononce REITs. Donc voilà, donc ça, c'est encore les deux lignes suivantes, c'est des foncières cotées pour des centres médicaux. Donc ça, dans les circonstances où nous vivons dans cette année 2020 et 2021, donc je pense que c'est assez logique d'avoir une exposition sur le secteur de la santé de telle ou telle manière. Donc ici, c'est à travers l'immobilier qu'on s'y expose, mais aussi dans mes autres portefeuilles que je vous présente ou que je ne vous présente pas, je m'intéresse régulièrement à des valeurs de la pharmaceutique ou des valeurs de biotech. Voilà. Donc en tout cas, santé, c'est clairement quelque chose qui va marcher dans les prochaines années. Voilà, donc là, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus parce que c'est également des acquisitions relativement récentes. Vous pouvez revoir pourquoi je les ai achetées. Digital Realty Trust, c'est un REIT qui a presque 8% de performance. C'est un spécialiste des data centers. C'est très peu risqué comme investissement. J'étais dans le rouge, mais maintenant, je suis presque à 10% de performance si on compte en euros. Et donc, c'est vraiment un très bon investissement, très solide. Et la tendance haussière, elle est très stable pour cette valeur. En revanche, Befimo, par contre, je n'ai pas regardé, donc désolé, peut-être je me suis un peu mal préparé pour cette vidéo, parce que quand le dividende était détaché, donc là, on va regarder ça ensemble, et comme ça, en même temps, vous allez pouvoir voir comment voir les dates des détachements de coupons avec Investing, que je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent. Voilà, donc c'est la page de Befimo, donc quand vous allez dans Financials, je ne sais pas si c'est en anglais ou en français chez vous, mais vous allez avoir la même chose, quelle que soit la langue. Donc ici, vous avez un menu dividende. Donc vous pouvez voir qu'est-ce qui s'est passé avec les dividendes ces derniers temps. Et donc on voit que effectivement mai 2005, 5 mai 2021, ils ont versé en dividende de presque 6% et 0,7%, donc c'est énorme. Et donc effectivement ça a fait baisser le titre. Donc cette valeur tient compte déjà du dividende, on attend que le gap de dividende soit refermé. Donc voilà, donc là ça explique, vous voyez, la différence entre ces deux valeurs, parce que chez GoroFocus, c'est un système très intelligent, très cher mais intelligent. Donc vous voyez, donc je vous propose déjà les services qui sont payants gratuitement.
Là, elle tient compte, cette valeur, elle tient compte du dividende, cette valeur ne tient pas compte des dividendes. Donc, vous voyez, donc la différence, elle est énorme. Donc, du coup, on perd, mais on ne perd pas 8%. Donc, on est presque à l'équilibre. Donc, seule valeur où on perd un tout petit peu, c'est Orange, où c'est à 4,6, comme vous pouvez voir là. Donc là, c'est la seule valeur qui est un petit peu en difficulté actuellement, si on peut dire comme ça. Voilà, maintenant je passe à des nouvelles valeurs que je vais vous présenter aujourd'hui pour rajouter dans ce portefeuille, que moi je vais rajouter dans mon portefeuille. Après, vous allez voir, je vais commencer par les REITs, comme d'habitude, parce que j'essaye toujours, je ne suis pas toujours le cas, parfois je fais quelques exceptions, des dérogations de ma règle, donc, mais j'essaye d'acheter une REIT, une valeur classique. Donc voilà, la première REIT que je voudrais vous présenter aujourd'hui s'appelle New Residential Corporation. Donc c'est une REIT très particulière, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vu que le nom s'appelle Residential, cela veut dire qu'on sous-entend l'exposition à l'immobilier résidentiel, oui, mais c'est pas une exposition directe. C'est une REIT exotique, donc là je diversifie mon portefeuille de REIT également, parce qu'ils sont exposés sur les créances endossées à l'immobilier. Donc là je vais vous expliquer tout ce qui se passe, donc n'ayez pas peur, donc c'est pas très compliqué. C'est un truc très américain et très capitalistique. En gros, aux États-Unis, tout le système hypothécaire, elle est bien plus complexe et beaucoup plus orienté bourse que chez nous en France et chez nous en Europe. En gros, quand la banque, elle donne un prêt à quelqu'un, elle émet en gros quelque part un produit qui s'appelle un loan, en fait, qui est un prêt, qui tombe sur leur bilan, qui devient leurs actifs. Et donc ça, c'est le passif chez vous, donc parce que vous devez payer cette dette, et pour la banque, c'est un actif, votre dette, parce qu'en gros, ils perçoivent les intérêts, ils perçoivent en gros le capital. Après, selon votre contrat de prêt, ça peut être très différent. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, ils utilisent un principe qui s'appelle titrisation, donc securitization en anglais. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? En gros, ils peuvent prendre votre prêt, le titriser, donc émettre les obligations qui sont adossées à votre prêt. Donc ça veut dire que si jamais vous arrêtez de payer, dans ce cas-là, ces obligations, elles ne sont plus... ils n'ont plus de valeur, donc du coup il y a une faillite, il y a un event de défaut de paiement sur l'obligation. C'est comme les autres obligations d'État ou les obligations corporatives, c'est pareil, sauf que ici le risque c'est que vous ne payez pas. Voilà. Donc en gros, c'est votre dette titrisée que la banque peut proposer à d'autres investisseurs. Et après, la banque, elle joue sur la différence des taux, sur ce qu'elle vous a donné le prêt et ce qu'il a proposé aux investisseurs. Et quelque part, ça permet à la banque d'écarter le risque. En fait, c'est désormais l'investisseur qui prend le risque que vous ne payez pas. En Europe, je n'ai jamais entendu parler de ça. Bon, probablement ça existe, mais en tout cas, ce n'est pas aussi accessible au grand public que c'est le cas aux États-Unis. Et en gros, ces REITs, ce qu'ils font, c'est elles investissent dans ces titres. Donc en gros, évidemment, ils investissent de manière diversifiée et la diversification dans ce domaine, dans le domaine quand il s'agit des faillites, c'est un risque diversifiable. Donc c'est un risque non systémique. C'est-à-dire que si on a un grand portefeuille de différents titres à travers tous les, on va dire, tous les niveaux de revenus, tous les classes sociaux, en fait, si vous voulez, donc toutes les régions des États-Unis, donc même au sein du même secteur, c'est diversifié, ce qui permet de réduire les chances des grosses faillites qui pourraient, on va dire, créer des dégâts sur l'ensemble du portefeuille. Donc en gros, ça marche comme ça. Donc ce type de société, ils investissent dans les obligations adossées aux prêts immobiliers. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et le risque que les personnes qui ont contracté ces prêts arrêtent de payer. Si ça fait déjà un petit moment que vous êtes en bourse ou vous intéressez à l'histoire de l'économie, ça vous fait penser naturellement à la crise de subprimes. Donc, mais faites attention, la crise de subprimes, c'était une autre époque. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque qui est très différente, où la Banque centrale américaine fait des interventions régulières sur tous les marchés et notamment sur les marchés des titres adossés à l'immobilier. Donc, ça s'appelle MBS, Mortgage Backed Securities. Donc, et la Banque centrale américaine intervient également sur ce marché. Après la crise de subprimes et après les dégâts que ça aurait pu créer si la Réserve fédérale n'avait pas fait ces interventions, nous garantit en quelque sorte que dans l'avenir, la Réserve fédérale ne fera plus la même chose, ne
ne prendra plus jamais ce risque et il va continuer à soutenir ce marché en cas de crise. Donc même si on va vivre une crise vraiment importante, crise immobilière aux États-Unis, dans ce cas-là, je ne pense pas que ces obligations vont aller jusqu'à la faillite. Donc c'est-à-dire que la Fed va les racheter, donc il va créer artificiellement le marché pour ces obligations. Donc je pense que ce risque il est relativement limité. Évidemment, moi, quand je vais mettre l'entreprise New Residential Corporation dans mon portefeuille, je vais respecter mes propres gestions de risque et ma propre pourcentage de location d'actifs. Et ainsi, ce type de REIT permet de me diversifier au sein de mon portefeuille des REITs déjà existants dans le portefeuille. Donc j'espère que ça a été très utile pour vous aujourd'hui de comprendre comment fonctionne déjà le marché hypothécaire aux États-Unis et qu'est-ce que c'est la titrisation et comment ça peut créer des opportunités d'investissement. Voilà, mais maintenant plus concrètement par rapport à cette société New Residential Corporation, quand j'ai commencé à analyser cette entreprise, j'ai tombé sur une phrase qui a tout de suite attiré mon attention parce que quand on parle de marché immobilier, des obligations, etc., évidemment, la question des taux se présente naturellement. Et cette phrase qui m'a rassuré que dans la diversification des portefeuilles, il vise de gérer les différentes conditions des taux. Donc ça, vous voyez, donc ça, cette dernière phrase, across different interest rate environments. Donc, c'est-à-dire que, justement, le problématique des taux est omniprésent dans leur stratégie d'investissement dans ces actifs. Donc, ils sont conscients que les taux peuvent changer et donc forcément ils construisent les portefeuilles en tenant compte que l'environnement des taux peut être volatile. Donc voilà, ça, quelque part, ça me rassurait parce que ça veut dire c'est une entreprise qui gère son portefeuille. Elle est consciente des vraiment risques majeurs qui se présentent aujourd'hui sur les marchés, et pas uniquement, elles veulent prendre l'argent des actionnaires et de le mettre quelque part, comme font certaines entreprises. Donc voilà, donc ça c'était quelque chose qui m'a surpris positivement, donc ça c'est bien, donc ça c'était vraiment un point important que moi j'ai cherché, et donc du coup c'était une des raisons pourquoi j'ai choisi cette entreprise pour vous présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, il est assez délicat de faire l'analyse fondamentale pour les entreprises des REITs, en fait des foncières cotées, parce que tous les paramètres que vous voyez, les paramètres standards, ne sont pas applicables à cause de phénomènes des amortissements. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans ma vidéo précédente de cette catégorie, qu'est-ce que c'est exactement et comment ça affecte les ratios classiques et pourquoi elles ne sont pas utilisables pour les REITs. Donc du coup, je vais ignorer toutes les discussions autour des PE ratios, etc., etc. Donc en fait, le dividende à ce jour, c'est 7,6%, donc c'est juste énorme, donc évidemment. Mais en tout cas, pour les REITs, c'est quand même assez possible, en fait, parce qu'en gros, ça dépend de leurs résultats réels, parce qu'ils sont obligés de payer un certain pourcentage de leurs résultats sous une forme de dividende. Donc voilà, donc c'est pas du pipeau, en fait, c'est la loi qui les oblige de payer. Donc du coup, leurs dividendes sont volatiles. C'est pas parce que les actionnaires ont décidé de verser cette année un tel et tel dividende, c'est parce que la loi les oblige de le faire. Voilà, mais en revanche, l'analyse technique, elle est très utile. Quand on a du mal d'analyser le fondamental, on peut se tourner vers l'analyse technique. Et ce qu'on va faire tout de suite. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'ai vérifié sur DeGiro, avant de présenter cette valeur, qu'elle est bel et bien disponible. Ce matin, j'ai passé un ordre de test sur cette valeur. L'ordre a été bien enregistré. Donc, normalement, vous devriez pouvoir acheter cette valeur sur DeGiro si elle vous intéresse, comme elle m'intéresse moi. Donc voilà, donc sinon, j'essaie d'éviter de présenter les valeurs que vous ne pouvez pas acheter sur DeGiro parce que je sais que c'est un des brokers préférés par notre communauté. Et qui est d'ailleurs très très bien, que je recommande vivement. Et d'ailleurs, vous avez des parrainages si ça vous intéresse dans la description pour DeGiro et pour d'autres brokers également, et y compris aussi des banques en ligne, etc. Si ça vous intéresse d'utiliser les parrainages. Voilà. Donc, de point de vue technique, il y a une tendance haussière qui s'est formée après le Covid, ce qui est le cas pour beaucoup de boîtes. Donc là, on a vu vraiment cette pluie des valeurs, c'est vraiment le graphique très typique pour les REIT pendant la crise Covid. Et donc là, on voit que l'action reprend, mais elle reprend encore très doucement, elle est très loin de ses niveaux normaux avant le Covid. Donc là, le niveau qu'on attend aujourd'hui, c'est juste les niveaux de 2016. Donc 2016, c'est loin. Et donc là, on a toutes les chances. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas continuer dans un scénario positif, évidemment, si on ne se referme pas à nouveau. Donc continuer à avancer vers les niveaux un peu classiques pour cette valeur, pour se stabiliser à des niveaux plus importants, qui nous donnera déjà une marge au niveau des plus-values sur cette ligne pour par la suite percevoir les dividendes qui sont très confortables. Et même en attendant qu'on revienne dans le canal normal qui était entre 2017 et 2020,
Donc on va percevoir les dividendes qui sont très confortables. Voilà, donc ça, de point de vue technique, je pense que c'est intéressant parce que nous arrivons au bas du canal haussier. Et donc là, au niveau des RSI, je vois qu'on n'est pas suracheté en tout cas. Donc il y a toutes les chances que cette valeur continue sa croissance en suivant cette ligne. Je ne vois pas de problème pour que ce scénario ne se réaliserait pas. Voilà. Maintenant, la deuxième valeur que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une valeur classique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, j'essaye de diversifier entre, on va dire, la catégorie des entreprises. Et aujourd'hui, je vous présente une entreprise du secteur de consommation générale, donc Kimberly-Clark. Je pense que vous connaissez probablement déjà cette valeur, elle est assez connue, et surtout ces produits sont connus. Donc là, je vous ai préparé même quelques screenshots pour voir quels sont les produits de Kimberly-Clark. Donc là, ce sont des marques que vous avez, si vous ne connaissez pas, hein, certainement vous les avez vus dans les supermarchés en France ou dans un pays où vous vivez. Donc c'est une société avec des brands qui sont au courant, qui possèdent, certaines de ces brands possèdent des avantages concurrentiels. Donc c'est une valeur assez stable du point de vue de leur business principal. Donc pourquoi cette valeur a attiré mon attention aujourd'hui? Donc là, on va voir tout de suite. Donc déjà le dividende. Donc évidemment, dividende en absolu pour nous c'est important. 3,5% presque. Donc c'est pas mal pour une valeur classique. C'est pas une REIT évidemment, mais pour avoir une diversification au sein de portefeuille, je vous propose les deux. Donc mais pour une valeur classique, 3,4 les dividendes par an, c'est pas trop mal de nos jours. À l'époque des taux zéro, voire taux négatifs. Donc maintenant, je regarderai les ratios de cette entreprise. Donc là, vous voyez qu'elle est valorisée avec un PE ratio. Sur le coup, là, maintenant, on peut l'utiliser, le PE ratio, parce que c'est une entreprise plutôt classique et pas une REIT. Il n'y a pas de phénomène d'amortissement aussi présent comme c'est le cas pour les REIT. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser nos approches classiques. Donc voilà, vous voyez, donc PE ratio de vente, c'est pas trop mal pour une entreprise qui est quand même assez solide. Donc price to sales, 2,4, c'est bien. Donc ça veut dire que la market cap représente un peu plus de 2 ans de chiffre d'affaires. C'est tout à fait normal également. Et donc ensuite, nous regardons les marges. Les marges sont très bien pour ce secteur, c'est vraiment excellent. Donc la marge brute de 36%, même plus. Donc la marge nette, plus 11% et demi. C'est excellent pour cette catégorie de valeurs qui font de produits de grande consommation. Donc c'est assez rare même, je dirais. Maintenant, la rentabilité. Donc, la structure de dette, elle est assez particulière. On va voir ça tout à l'heure sur le Guru Focus. Donc, on ne va pas regarder trop le return on equity parce que, bon, ça, c'est une valeur absolument incroyable. Mais en tout cas, quand on tient compte de la dette, la rentabilité, elle est juste excellente. Plus de 20% de rentabilité. Parce que je compare souvent dans mes vidéos le return on investment à la rentabilité nette quand vous investissez dans l'immobilier physique. C'est bon, c'est un raccourci, c'est une simplification, mais ce sont des concepts comparables. Et donc, du coup, s'imaginez que vous investissez dans l'immobilier avec un rendement net de 20%. Donc, net avant impôt, je veux dire. Donc, après tous les frais. Donc, ça, c'est vraiment excellent, je trouve. Et pour moi, déjà, le critère, quand je sélectionne les sociétés de cette catégorie, parce que pour moi, Kimberly-Clark, c'est une société catégorie B, c'est une société super solide, avec des bonnes marques, en fait, avec une croissance stable, avec une visibilité quand même très bonne. Donc, pour moi, la norme, c'est de 10%, plus de 10% sur l'EUROX. Là, je considère que c'est une entreprise déjà très rentable. Parfois, j'achète même avec des rentabilités inférieures à 10%, quand je vois, par exemple, un potentiel de croissance des cours. Mais ici, c'est vraiment juste excellent. Donc, du coup, cette valeur, elle est pas mal. Donc là, effectivement, les earnings per share ont une légère baisse. Donc, ça, c'est pas très grave. Donc là, mais nous vivons une période quand même assez particulière, donc il faut quand même en tenir compte. Il n'y a rien de grave dans tous les cas. Donc voilà, donc là, le long term debt equity, donc la dette, elle est énorme, mais ça, comme je vous ai dit, que la structure de dette pour cette entreprise, elle est quand même particulière. Et le dividende payout ratio, à peu près 65%, donc c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. C'est quand même, je peux pas dire qu'il y a un énorme potentiel de hausse de dividende, à moins que les profits augmente, donc ça c'est possible aussi pour ce type d'entreprise, mais dans tous les cas, aujourd'hui, ça, le payout ratio nous laisse présager quand même une certaine augmentation des dividendes au fur et à mesure. Voilà, le growth rate annuel moyen, c'est 3,4% par an, donc ça c'est vraiment la hausse des dividendes moyenne. Voilà, donc ça c'est
c'est pas trop mal. Là maintenant, nous allons regarder les profits sur une longue période. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires, elle était en croissance. Donc là, effectivement, en 2020, il y a eu une perte de chiffre d'affaires, mais là, on sait pourquoi. Ensuite, les marges ont resté toujours en croissance, bon, croissance stable autour de 30%, ce qui est très très bien. La marge nette, bon, évidemment, ça dépend de certains, c'est plus volatile parce que ça dépend de fusion-acquisition, de différentes situations particulières, donc, mais elle est toujours positive, elle est toujours là. Donc voilà. Donc maintenant, je regarde Total Equity. Sur Total Equity, vu que leur structure, elle est assez particulière parce que cette entreprise utilise beaucoup de leviers d'endettement. C'est probablement une bonne idée, en fait, en réalité. Parce que regardez, il y avait beaucoup moins de dettes dans les années 2000. Et tout à coup, quand les taux ont baissé, ils ont commencé à utiliser à fond la dette. C'est probablement pas mal, tout simplement parce qu'ils utilisent le levier de l'argent des autres. C'est un peu comme quand nous investissons, par exemple, dans l'immobilier, on utilise l'argent de la banque. Et cette entreprise, elle utilise aussi le levier bancaire pour faire évoluer son business model. Donc voilà, là, je pense que c'est pas trop mal. Par exemple, si vous regardez une des sociétés les plus rentables au monde, Philip Morris, donc ça c'est une société qui ne répond pas à mes critères de déontologie et parce que j'aime pas trop investir dans ce secteur, mais dans tous les cas, les fonds propres de Philip Morris sont négatifs depuis beaucoup d'années, mais en revanche, c'est une des sociétés les plus rentables au monde. Pourquoi elle est négative? Tout simplement parce qu'elle utilise également beaucoup de dettes. C'est une entreprise qui a une tellement bonne visibilité qu'elle peut emprunter beaucoup d'argent. Les banques sont ravies de leur prêter de l'argent pour réinvestir dans leur propre développement. Donc là, pour moi, le Kimberly-Clark, c'est exactement le même cas. Et donc, le fait que les fonds propres faibles, ce n'est pas nécessairement toujours un indicateur d'une faiblesse structurelle de l'entreprise. Donc, et ce qui confirme mon point de vue, c'est que si vous regardez le free cash flow, ça c'est vraiment l'argent dans la poche de l'entreprise, donc vraiment l'argent qu'ils reçoivent tous les ans, il est 7 fois inférieur à leur dette totale, y compris la dette long terme, y compris la dette court terme. Donc ça, c'est énorme. Cela veut dire qu'en 7 ans, avec un cash flow uniquement, ce n'est pas le résultat. Attention, si vous êtes familier avec la comptabilité, donc c'est pas le résultat. Donc le résultat, il est bien plus important. Mais le cash flow, c'est vraiment le cash qui tombe dans leur compte. Ils peuvent payer en 7 ans toutes leurs dettes. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que je vous dis que la structure de dette, la structure de gestion de cette entreprise, elle est très orientée dette. Et de nos jours, avec les taux d'intérêt actuels que nous vivons aujourd'hui, c'est probablement une bonne décision managériale qu'ils ont pris justement au moment quand les taux sont devenus proches de zéro, voire négatifs. Et nous voyons que la rentabilité restait très élevée, au-dessus de 10, au-dessus de mon benchmark, et les dernières années, elle est autour de 20. Donc c'est vraiment une excellente entreprise à mon avis. Déjà, elle était dans ma liste depuis un moment, et là, je pense que c'est le moment de s'intéresser à cette valeur pour notre portefeuille à long terme et notre portefeuille de dividendes. Qu'est-ce que nous voyons de point de vue graphique? Donc cette valeur, elle a subi une énorme perte, comme beaucoup d'autres valeurs pendant la crise de Covid. Ensuite, elle a repris très fortement jusqu'à des niveaux de 160 $. Et donc là, maintenant, elle a rebaissé entre les niveaux de 130 et 140. Donc ça, c'est vraiment un corridor assez étroit où cette action évolue actuellement. Aujourd'hui, nous sommes au milieu. Donc au niveau des RSI, pareil, on est proche du milieu du canal. Donc on ne peut pas parler d'une mise sur achat ni de sur-vente sur cette valeur. Donc là, je pense que c'est assez intéressant d'acheter en ce moment-là. Donc on vient de franchir la moyenne mobile de 50 jours, mais c'est pas la raison évidemment pourquoi j'achète cette valeur aujourd'hui. C'est tout simplement parce que moi je trouve que c'est une valeur d'une grande qualité qu'on peut aujourd'hui mettre dans notre portefeuille au prix assez intéressant. Donc là, je ne vois pas pourquoi cette valeur ne continuerait pas son évolution, au moins dans le corridor normal. Donc il y aura des baisses, des hausses, mais en tout cas, on va toucher pendant ce temps-là le dividende confortable. Voilà, pour résumer cette vidéo, je renforce Orange dans notre portefeuille. Ça a été prévu quand je verrai la position. Je vous disais clairement que si nous atteignons le niveau de 9,50, je vais renforcer Orange. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis cohérent par rapport à ma stratégie. Donc la deuxième société que je vous présente aujourd'hui pour la première fois, c'est la Mortgage REITs qui rentre dans le portefeuille rentier Mind de Cash. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est les Mortgage REITs. C'est une catégorie très particulière des foncières cotées qui ne détiennent pas l'immobilier en direct. Donc là, j'espère que je vous ai appris des choses. J'espère que ça mérite un like. Je vous rappelle que c'est très important pour la chaîne. Et
troisième valeur classique que nous achetons aujourd'hui, c'est la société Kimberly-Clark avec des rentabilités énormes, donc avec le potentiel de hausse et aussi avec le dividende très confortable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas encore une fois, s'il vous plaît, mettre un like avant de partir. Partagez cette vidéo si vous avez des amis qui s'intéressent à la bourse, des personnes qui pourraient être intéressées de rejoindre notre communauté Mind the Cash. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo pour rejoindre Telegram, pour profiter des différents parrainages si ça vous intéresse. Donc, et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à demain dans le café du dimanche. Inscrivez-vous à la chaîne. À très bientôt et très bon week-end. Salut, à bientôt.